Bonjour, bonsoir tout le monde. Euh, Comme vous voyez, encore aujourd'hui, même si c'est pas supposé être un show d'invités, on a encore un invité une fois de plus. On C'est à cause reçoit de qui? Antoine C'est de ma faute, les invités, comme d'habitude. On reçoit Antoine Routier, président de Yubi, une plateforme qui a fait passer pas mal jaser dans les dernières semaines. Euh, Écoute, Antoine, deux petites questions rapides pour toi. C'est quoi Yubi et pourquoi tu as eu cette idée-là de lancer cette plateforme? Quand tu dis rapide, faut-tu que la réponse elle soit rapide ou que la Non, juste la question? question. La Ok, réponse, on a, la limite de temps qu'on a, c'est 1 heure et demie. Fait que tu peux prendre le temps que tu veux pour répondre. ça marche, on va s'en sortir. Yubi, probablement, c'est une plateforme qui regroupe toutes les façons de vendre sa maison au même endroit, puis qui facilite la comparaison puis le choix d'un courtier immobilier quand tu en as besoin, en plus de te mettre en relation avec les autres professionnels dont tu risques d'avoir besoin dans ta transaction. Puis d'où vient l'idée? Ça, c'est la réponse qui est un peu plus longue, là. Bien, Francis, tantôt, tu faisais référence à mon background en génie industriel, là. À noter que je ne suis pas ingénieur, je n'ai jamais fait partie de l'ordre, juste la formation. Mais j'ai commencé mon parcours, en effet, en génie industriel. Puis moi, j'étais un gars qui aimait les maths, la science, la technologie. Puis j'ai fait quelques allers-retours dans différents domaines via ma formation de génie industriel. Puis finalement, je me suis plus spécialisé en commerce électronique, puis spécifiquement la logistique du petit colis pour les entreprises qui font du commerce électronique. Mes clients, c'était des grands manufacturiers québécois ou canadiens qui vendaient à l'international aux clients directs. Puis en fait, j'ai vite réalisé en travaillant avec ces gens-là que pour la plupart des cas, ce qui était important pour eux, c'était pas tant les ventes qu'ils avaient faites, mais c'était d'aller tester le marché, puis après ça, récolter la donnée sur comment ça s'est passé, mon test de vente, puis maintenant que je connais ce marché-là, comment je monte mon réseau de distribution pour avoir détaillant, puis non surplus, une entité là-bas. Fait qu'à travers mes années de consultation, j'ai dû développer une expertise en gestion de données, intelligence artificielle, puis machine learning pour être capable d'aller collecter, structurer, visualiser, puis apporter de la valeur à mes clients en leur disant voici ce qui s'est passé, puis l'état des lieux. Donc, c'est de là que vient mon expérience en gestion de données puis en IA. Puis, je faisais ça à mon compte. Je l'ai fait pour une boîte de Québec quelques années, puis finalement à mon compte. Puis, j'ai monté une petite équipe à mon compte. Puis, à travers ça, j'ai eu d'autres petites startups qui n'ont pas fonctionné, mais on pourra en parler un autre jour. Puis, un bon jour, une de mes amies qui est courtière est venue me voir, puis elle m'a dit Antoine, j'ai un projet dans l'immobilier, j'aimerais ça que tu m'aides à le réaliser. Tu sais, moi, je suis courtière, j'ai de l'expérience, mais j'ai jamais levé de cash, j'ai jamais eu d'équipe, j'ai jamais eu d'incorporation. Il faut voir comment ça marche. Fait que là, à deux, on a monté un projet, puis je passe vite là-dessus, mais l'objectif de ce projet-là était de générer des leads à des courtiers immobiliers, puis après ça, pour récolter une cote sur ces leads-là. Puis, pour être payé légalement, je devais être courtier immobilier. Donc, j'ai dit, pas de problème, je vais aller suivre la formation. Donc, je suis parti au collège d'immobilier, je suis devenu courtier immobilier. J'ai maintenant une licence active. Puis là, dans mon quotidien, on générait des leads pour des courtiers immobiliers. Puis nous, on allait prendre des cotes, puis là, on vendait des maisons. Puis un bon soir, ma tête de gars de maths, puis d'ingénierie, puis de technologie, s'est dit, comment ça rapporte un courtier immobilier? C'est quoi les tâches à faire? C'est quoi le retour sur investissement? C'est quoi les tâches à valeur non ajoutée? C'est quoi les pistes d'amélioration et d'optimisation? Où est-ce que je peux rentrer la technologie, l'automatisation? Puis comme appliquer des concepts que moi, je faisais avec des grandes entreprises au monde de l'immobilier. Puis là, premièrement, je me suis rendu compte qu'un courtier immobilier, ça faisait beaucoup d'argent. Deuxièmement, il y a beaucoup de tâches inefficaces parce que le courtier immobilier doit remplir un paquet de documentation, il y a beaucoup de copier-coller, il fait manuellement. Ce n'est pas des grandes entreprises, c'est des travailleurs autonomes ou des petites équipes. Fait que là, j'ai commencé à me développer mes propres outils pour améliorer ce travail-là. Puis moi, ma vision de ce que j'apportais au marché, c'était voici, cher courtier immobilier, des outils qui vous permettent de travailler plus efficacement, puis qui pourraient vous permettre de charger moins cher aux clients, puis d'aller chercher un plus gros volume. Puis la réponse que j'ai reçue du marché, puis pas pour généraliser, mais je suis allé voir quelques courtiers immobiliers, c'était on s'en fout. D'autres, ce qu'on veut, c'est que tu génères des maisons à vendre. C'est là qu'on fait de l'argent. Parce que même si moi, je suis capable de charger moins cher, je ne voudrais pas le faire parce que je sens une pression du marché à garder mon taux à ce montant-là. J'ai une pression de l'agence de rester à ce montant-là. Puis, j'ai pas envie de travailler plus efficacement. Regarde, si j'ai plus de jobs, je vais engager un autre adjoint. Fait que là, moi, ma tête de gars de maths, elle comprend pas, tu sais. Avec raison. Fait que là,
j'ai réalisé à ce moment-là que si je voulais que le marché il change, parce qu'au final, tu sais, la méthode traditionnelle, elle fonctionne pour le courtier. Il n'y a pas de problème. Là, les courtiers immobiliers, pour la plupart, tu sais, travaillent, font de l'argent, vivent leur vie, puis tout va bien. Mais tu sais, le perdant, au bout du compte, c'est le client qui paye la facture parce que lui, il paye pour du marketing, pour du porte-à-porte, pour du cold call, pour des tâches à valeur non ajoutée, de copier-coller, 3 heures de char pour aller ouvrir une porte. Tu sais. Fait que là, un soir, je suis rentré à la maison, puis je me dis comment je fais pour que le client il paye son courtier immobilier le juste prix. Fait que là, basé là-dessus, ben comme je disais, ça faisait pas l'affaire de tous les courtiers immobiliers de vouloir travailler ainsi. Fait que j'ai vendu mes parts dans l'ancien projet. Puis là, je suis retourné à la maison, puis c'est là que je me suis posé la question. Puis c'est un monde qui est très légiféré, le monde du courtage immobilier, puis l'immobilier en général. Fait que le premier réflexe a été d'aller chercher une expérience solide en, en loi sur le courtage immobilier. Donc, j'ai engagé un avocat qui a beaucoup d'expérience là-dedans. Puis, j'y proposais des modèles d'affaires. Je disais, OK, bon, on pourrait faire ça comme ça. Puis là, elle me revenait sur pourquoi ça ne marchait pas. Fait que là, je l'ajustais. Puis, je disais, OK, bon, on pourrait faire ça comme ça. Puis là, elle me revenait pourquoi ça ne marchait pas. Puis, on a fait ça plusieurs fois. Puis, ce qui était le plus tough dans le développement du modèle, c'est que, tu sais, une des premières idées, par exemple, c'était juste d'avoir un service de courtier immobilier à la carte. Fait qu'imagine une équipe de courtier immobilier, puis tu te dis, ben, une visite, c'est 100$, une négociation, c'est tant, remplir une promesse d'achat, c'est tant, faire telle autre action, c'est tant. Sauf que la loi dit que quand le courtier immobilier rentre dans la transaction, c'est sa transaction, qui est responsable de toute l'information qui est véhiculée puis utilisée dans cette transaction-là. Fait que si tu le fais à la carte, il n'y a pas le droit légalement de décharger une partie de la responsabilité au vendeur. Fait que là, ça marche. Puis tout ce back and forth-là nous a mené à, si tu veux qu'un courtier immobilier puisse charger moins cher, puis ait un incitatif à charger moins cher, il faut qu'il soit plus près de son chèque, fait qu'il faut qu'on soit plus proche de la transaction. Faut qu'il y ait des tâches à valeur ajoutée d'abattu parce que c'est beau de dire j'ai commencé ma vente, mais si tu as fait n'importe quoi, c'est à refaire. Puis il faut qu'il soit en compétition. Fait que basé sur ces 3 points-là, le modèle d'affaires est devenu permettons à un client seul d'afficher sa maison. On va l'éduquer puis on va l'aider à abattre des tâches qui ont de la valeur ajoutée. Puis quand il va demander les services d'un courtier immobilier, on va mettre plusieurs courtiers immobiliers en compétition pour les besoins du client. Fait que ça, c'est le modèle d'affaires qu'on a développé aujourd'hui. Tu mentionnais des exemples de légifération qui bloquent ou qui rendent ça difficile. Tu peux-tu en nommer quelques-uns d'autres? Ouais, ben en fait, il y a des exemples, comme je disais, du courtier immobilier qui ne peut pas faire seulement une partie de la transaction. Puis après ça, dans le développement technologique, là, êtes-vous des gars de start-up ou je sais que je suis un podcast plus économique ou. Moi, j'étais intrapreneur. Il fut un temps jadis naguère, mais faudrait que je commence à starter avant de start-upper. Donc, Okay, parce que ça, c'est le gros point. Mettons, le courtier immobilier, lui, il doit travailler dans la loi sur le courtage immobilier, mais après ça, il y a un code déontologique. Puis, exemple, tu ne peux pas mettre un courtier immobilier en infraction de son code déontologique sans qu'il ait rien fait. Parce que là, c'est tout le problème. Fait que là, quand tu développes une startup, règle générale, tu vas faire un MVP, tu vas le mettre dans le marché, tu vas récolter les feedbacks, tu vas l'améliorer. Mais là, nous autres, si on mettait de quoi dans le marché qui était dangereux pour le courtier immobilier ou pour le client, ben, ça devenait risqué pour l'entreprise dans son entièreté. Puis je te donne un exemple. Dans le modèle d'affaires, un élément qu'on a dû ajuster par rapport à ça, c'est que, imagine le flow de tu listes ta maison toute seule, tu demandes des services d'un courtier immobilier, puis tu as un match, puis là, tu signes un contrat avec ce courtier immobilier-là, lui, il gère ta maison. À travers tout ça, toi, tu as déjà un listing de maison. Fait que nous, on s'est dit, bien plus facile de y envoyer le listing que de demander de la faire. On a l'information. Si je peux me permettre d'être en phase avec ce qu'on dit nécessairement, c'est que plusieurs tâches qui est régie par l'OACIQ, l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, de l'évaluation et l'analyse du marché, de la commercialisation de la propriété, de l'organisation des gestions de visites, donc comme ce qu'on disait justement, de se déplacer pour planifier, donc effectuer des visites avec les acheteurs éventuels. Tu as les négociations et conseils, c'est là que la vente se fait. Les rédactions des gestions de documents légaux, ben justement, si on est incorporé, c'est qui fait ça dans le job? C'est-tu l'administrateur qui est plus paperasse ou c'est directement son. Étant donné que c'est relié à la vente, ben, il y a l'inspection, le financement, il y a le notaire, ben, peut-être l'avocat. Les conseils sur le financement et les inspections. Inspection légale, donc on parle de
garantie légale qui est important aussi. Et bon, tout ce qu'on disait, le respect de l'éthique et de la réglementation, donc être en phase avec le code de déontologie, les suivre jusqu'à ce que la transaction se conclue, et au final, la signature à la fin. Donc, c'est un petit peu ça, le bénéfice des auditeurs. Là. Il y a quand même pas mal de tâches. Donc, je me réfère à ma sœur ici qui fait ça pour Ouais. faire une blog, pourquoi pas. Puis si je finis l'exemple, puis oui, en effet, il y a beaucoup d'éléments à réfléchir quand on met ça en place. Puis on se ramassait dans un contexte où on ne pouvait pas dire voici ce qu'on pense qui marche, dites-nous ce qui ne marche pas, puis revenez-nous. Même si on le fait sur d'autres éléments comme la recherche ou les affaires plus expérience utilisateur, mais côté flow de la plateforme, on ne pouvait pas se tromper. Il fallait être bon d'avance. Puis là, ce que je suis en train de vous compter, c'est que là, moi, je suis client, j'ai engagé un courtier, j'ai un match avec, puis là, ma maison, je veux y envoyer les informations pour que lui en fasse la gestion. Fait que là, dans la plateforme, tu pouvais dire envoyer ma fiche au courtier avec qui j'ai matché. Sauf que là, un bon matin, l'avocate, elle nous dit, ben là, si le courtier n'a pas fini de valider toute l'information, puis que le client a envoyé sa fiche, puis que là, le courtier poste la fiche, il est en infraction de son code déontologique parce qu'il n'a pas fini sa due deal avant même d'avoir commencé sa mise en marché. Fait que là, ta plateforme vient de mettre à défaut un courtier immobilier de son code déontologique sans qu'il y ait rien demandé. C'est exemple de trucs que nous autres fallait. Dans le fond, là, c'est pas compliqué. L'avocat, il a validé absolument tout ce qui est écrit dans le site puis tout ce que le site fait. Ouais. La responsabilité professionnelle incombe à l'avocat qui, lui, peut pas dire de niaiserie puisque lui-même, c'est pas l'OACIQ, c'est le barreau du Québec. Donc, il peut pas nécessairement. Il va être en faute avec son code déontologique s'il n'applique pas les lois en vigueur sur l'immobilier ou sur la réglementation civile de l'OPC. Notre avocate a été directrice du département légal de l'OACIQ pendant plusieurs années. Elle a un peu d'expérience, puis on a eu aussi, sans dire que l'OACIQ nous a aidés, parce qu'eux sont impartials puis ils doivent protéger le public, mais moi, je les avais contactés, puis je leur avais dit, bien des chances que mon projet fasse jaser, fait que si vous voulez l'entendre puis me donner vos commentaires, on va se rencontrer. Fait que j'ai pu échanger à plusieurs reprises avec eux, puis ça va même à dire, ce terme-là, il peut être confusing pour un utilisateur, ce terme-là, le jargon de la loi sur le courtage immobilier ne l'utilise pas, ça va jusque-là dans ce qu'il fallait prévoir d'avance. Puis là, ce qui arrive tout le temps, c'est que là, tu mets un terme qui satisfait les avocats, puis le marketing n'est plus content. En tout cas, c'est une histoire. Ça, c'est un classique, puis c'est la difficulté de conjuguer les lieux. Puis tu sais, là, j'étais à une expérience parallèle. Probablement que Serge va comprendre la référence. J'avais été dans le médical un peu quelques années. C'est la raison pour laquelle je suis parti du médical, c'est pour ce fait-là exactement. Il avait fallu que j'étais en génie mécanique, puis j'ai fait des cours en génie industriel par la suite. Juste pour référence, Antoine. Là, c'était vraiment plus côté génie mécanique. J'avais un arbre qu'on avait changé la tolérance dessus parce qu'il y avait une interférence avec un bearing de temps en temps. Il fallait que je change la tolérance au niveau des cotes dans le plan et qu'on notifie aux affaires réglementaires pour qu'eux aillent dire à la FDA que ça ne change rien. Mais il faut que je prenne mon langage de génie mécanique, que je le mette dans un langage compris par un microbiologiste pour qu'ensuite, lui, avise un avocat que c'est correct. Je te laisse deviner que ça a été 6 mois de rapport pour un gars qui aimait pas ça écrire à cette époque-là. Ouais, quand tu parles d'un gars qui comprend l'ingénierie, de l'ajustement que tu as fait, ne va pas tuer personne. Là. C'est une niaiserie. Là. Écoute, j'ai pris un cheveu, je l'ai coupé en 4, j'ai déplacé. C'est ça que j'ai fait. C'est 6 mois de temps de rapport pour une niaiserie. J'imagine que dans ton cas, c'est un petit peu ça que tu as vécu, que pour toi, ça semblait insignifiant la modification. Mais tu avais le marketing qui disait une chose, tu avais l'avocat qui disait d'autres choses. C'est comme là, il faut que je trouve une façon de marier les deux puis que ça marche. Là. Ouais. Exact. Non, c'est pas. Ça doit être une expérience qui est intéressante, mais compliquée en même temps. Puis ça m'adonne un petit peu, justement, au niveau de la controverse qu'il y avait eu avec Centris et du Proprio, c'était quoi leur crainte de leur côté? Ouais, ben en fait, tout ce qu'on parlait de modèle d'affaires tantôt, c'était pour servir le vendeur. On se disait, la personne qui veut vendre sa maison, elle veut quoi? Puis là, on a défini le modèle d'affaires autour de la personne qui veut vendre. Mais tu sais, tout ça, c'est cool si tu as quelqu'un pour acheter ta maison. Si on t'offre tout ça, mais il n'y a pas d'acheteur, et c'est à la base.
Si tu n'as pas d'acheteur au bout d'un flou, ben, tu ne vendras jamais, peu importe à quel point tu as économisé dans le parcours. Fait que là, il a fallu se mettre de l'autre côté de la chaise puis dire, ben, l'acheteur, lui, c'est quoi qu'il veut? Si on veut que les acheteurs ils viennent chez nous, c'est quoi qu'il faut leur offrir? Puis on est venu à la conclusion que l'acheteur, à sa plus simple expression, il veut tout voir. Fait que pour lui, ce qui est simple, c'est d'avoir accès à l'état général du marché immobilier de son secteur. Fait qu'il veut voir tout ce qui est en vente sur les différentes plateformes. Fait Pour que là, ajouter à tes propos, est-ce que tu me permets de partager la plateforme pour qu'on puisse un peu naviguer ensemble? Pour ceux qui nous écoutent à l'audio, ben écoutez, je vous conseille d'aller sur UB, donc ubee.ca. Vous avez la plateforme française, la plateforme anglaise aussi. Je vous partage ça un instant, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans le bon navigateur, ça tombe bien. Je ne serais jamais aussi bon là-dessus. Mais bon, voilà. Lâche pas, mon brave. Bon, voilà. Donc, c'est pas grave qu'on ne voit pas, là, de toute façon. Faut le cacher. Mais voilà. Donc, vous avez la possibilité, dans le cadre d'acheter ou de vendre. C'est plus compliqué quand on est dans le contexte de vente. Ça, c'est plus grand public. Donc, on est tous des acheteurs à la base. Là, je suis à l'abbé des AA, dans mon exemple. Ouais, Quand même assez intéressant. êtes-vous du Saguenay ou? Sam. Moi, je suis du Saguenay, Ah ouais. originellement, oui. Je viens de Roberval, moi j'ai étudié à Jonquière. Ah, Janois. Enfin, quelqu'un qui peut entendre dire c'est quoi une vraie tourtière, puis c'est pas un pâté de croton. Merci beaucoup. Ça nous prendrait plus de Saguenayens au podcast et de Janois, de toute façon. C'est un lac, Ça, une c'est ton rivière. souhait. C'est bon souhait, personne. Ben oui, c'est ça. Exact. Tu sais, C'est mon tribalo comme je disais planiste. Antoine, on est tous, les trois, on est à 3 places différentes dans le Québec. Serge vient de Québec, mais est rendu à Repentigny. Moi, je viens de Portneuf, mais je suis rendu à Lévis. Sam vient de Labbé, puis il est rendu à Sherbrooke. Fait que d'avoir Ouais. un studio, ce serait un petit peu compliqué. Tellement Mais c'est merveilleux. ça que je voulais me demander, parce que là, Sam nous montre la plateforme, puis on voit plein de liens, 64, 495 une place, 36 un autre. Mais dans les choix, on en voit à droite, les maisons, on en voit juste quelques-unes. Je me demandais un peu comment ça marchait. Est-ce que ça, c'est toutes les maisons, toutes plateformes confondues ou. Ouais, ben en fait, si je reprends où je t'ai rendu, Mhm. c'est Ok. que l'acheteur, lui, il veut tout voir. Fait que là, on est parti avec. La prémisse, c'est comment on peut montrer à un acheteur absolument tout ce qu'il y a à vendre sur le marché. Fait que là, bien évidemment, encore une fois, c'est légiféré. Puis là, on sort même de la loi sur le courtage immobilier, puis on touche la loi sur la propriété intellectuelle, la gestion des données, puis tout ce qui vient avec. Fait qu'on est allé chercher un autre bureau d'avocat qui, lui, se spécialise en propriété intellectuelle. Puis on leur a dit, dans le passé, il y a des entreprises qui ont essayé de mettre tous les listings au même endroit, qui sont décédées parce qu'ils ont eu telle jurisprudence versus Centris et la PCIQ, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que aide-nous à analyser tout ce qui a été fait dans le passé, puis comment nous, on pourrait le faire légalement. Fait que là, on est parti avec cette idée-là. Puis, bien évidemment, tu ne peux pas toucher aux photos, tu ne peux pas toucher aux descriptions, tu ne peux pas toucher à tout ce qu'un humain a écrit ou fabriqué. Puis là, par contre, tu sais, une adresse, tu ne peux pas l'inventer. Après ça, le prix à vendre, il est mis bien en vue pour tout acheteur désirant acheter cette propriété-là. Puis, les agences immobilières vont hoster toutes les données de la propriété. Fait que là, on s'est dit, ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister ce qu'il y a à vendre, on va le mettre sur une carte. Puis comme ça, ben, si tu veux aller voir ce qui est à vendre en détail, tu vas pouvoir accéder à la fiche de la personne qui détient cette propriété-là à vendre. Puis on est allé assez loin dans les recherches préalables, mais tu sais, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. Puis on se doutait bien que, ben en fait, Centris, c'est du proprio. Puis je l'ai ressorti pour le fun tantôt. Là. Ça, c'est les dossiers qu'ils nous ont envoyés, qui font probablement 200-300 pages. Là. Ils n'ont pas appelé pour savoir ce qu'on allait faire. Nous autres, on a juste dit sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir consulter toutes les propriétés chez nous. Fait que là, eux se sont dit, bon, ben ça y est, ils volent nos données, comme les 2-3 autres startups ont fait. Puis ils nous ont envoyé un huissier disant, arrête de voler nos données. Puis, c'est ce qu'on fait, là. Puis tout ce qui a été dit en cours, je peux vous le partager. À l'issue de cette journée de cours-là, il n'y a pas eu de jugement, il y a juste eu une entente entre Centris, du proprio et UB. Puis le contenu d'entente est confidentiel, donc on ne peut pas aller là aujourd'hui. Mais tout ce qui a été dit en cours, c'est d'ordre public. Puis là, je vous dis ça juste parce qu'on ne pourra pas aller dans les détails, mais je voulais vous expliquer comment notre avocate, elle l'a présenté au juge. Puis notre avocate qui a défendu d'autres startups pour d'autres cas d'intelligence de propriété intellectuelle. Puis
parce qu'elle est vraiment forte, là, on ne regrette pas d'être allé avec elle. Elle a dit au juge, ce que Centris et Duproprio nous accusent de faire, c'est d'arriver devant une maison, entrer par infraction, prendre les tasses, les livres, les ordinateurs, sortir de la maison puis retourner chez nous. Ce que nous, on fait réellement, c'est qu'on passe devant la maison, on constate qu'il y a une pancarte à vendre, puis on continue notre chemin. Puis après ça, si quelqu'un nous demande, y a-t-il une maison à vendre, on peut lui dire oui, elle. Fait que c'est ça qu'on fait. Mais tu lui dis pas la couleur du mur dans la salle de bain, quelle couleur. Non, exactement. Puis c'est exactement là qu'on est allé en cours. Puis je pense que Centris et Duproprio ont compris ce qu'on faisait. Puis ce jugement-là va être continué le 27 ou le 28 mars, si je ne me trompe pas. Donc on retourne devant le juge pour. Il y a 3 phases à l'injonction. Il y a le provisoire. Puis là, je ne suis pas avocat, là, mais de ma compréhension, c'est comme si la personne qui accuse dit vrai, c'est quoi ses préjudices si on ne ferme pas l'autre business, puis inversement. Fait que, qui a le plus de tort que je fasse un jugement provisoire le temps de l'enquête. Puis là, après ça, on passe devant l'interlocutoire qui est le 27 ou le 28, là où on va approfondir le sujet. Ceci n'est pas un conseil juridique. Je ne suis pas membre du barreau. Mais à la lecture que j'ai, c'est qu'une injonction interlocutoire provisoire se veut donc d'être temporaire et doit être validée par la suite s'il y a une urgence. À partir de ce moment-là, le juge se saisit de l'affaire et promulgue, je n'ai pas les termes exacts, mais l'injonction même permanente. Voilà. Ouais. Puis tu sais, nous, ce qu'on reprochait, ce qu'on reproche encore à Centris puis à Duproprio, c'est de ne pas nous avoir appelés. Je veux dire, ça fait. On a dû préparer les dossiers, fait qu'on sortait les différents événements. Puis nous, on dit au public, depuis c'est mi-décembre ou début janvier, qu'on va avoir toutes les inscriptions disponibles sur notre plateforme. Mm-hmm. Puis on martelait le message à plusieurs reprises par semaine. Puis 2 jours avant la date du juge, un mercredi soir, ils nous ont envoyé le shitload de documents que je vous ai montrés à nos maisons respectives par huissier. Ouais. Tu le savais depuis bien avant ça. Là, que... Honnêtement, ça ressemble beaucoup à... Ils voulaient faire un show de boucan pour un peu déstabiliser le lancement. Jusqu'à un certain point, ça a eu un effet déstabilisateur aussi parce que ça a changé le plan établi. Ouais, puis dans le passé, c'est des techniques qui ont fonctionné. Puis moi, j'ai pas d'expérience à cette grosseur de corporation-là. J'ai tout le temps été dans des PME, là, mais j'imagine que c'est peut-être pratique courante là, d'utiliser la loi et les avocats comme une technique d'intimidation. Non, mais je te dirais de façon générale, les joueurs dans un gros marché comme celui-là veulent protéger leur marché. Ils veulent limiter le plus possible les entrées. Parce que sans avoir un monopole, ils ont un quasi-oligopole en ce moment. Mm-hmm. Tu as 2 très gros joueurs, puis écoute, on est bien que cet équilibre-là, puis on veut pas que ça change. Ouais, puis tu sais, quand je dis c'est peut-être des techniques d'intimidation, puis nous autres, c'est le même qu'on l'a perçu. Là. Je sais pas si eux sont les intimides, je pense pas. Là. C'est rien que quand t'es l'autre bout de la chaise, c'est ça que ça ressemble. Là. Mm-hmm. Mais dans le passé, quand on a commencé à analyser ce projet-là, d'avoir tous les listings au même endroit, puis qu'on a dit aux avocats, dis-moi comment ça s'est passé dans le passé, ils ont sorti beaucoup de jurisprudence sur des startups qui l'avaient fait. Puis ces startups-là sont toutes décédées, mais le modus operandi était tout le temps le même. Fait que, mettons, 2 ou 3 jours avant, Centris envoyait une injonction interlocutoire avec tant de documents, puis là, après ça, ils se présentaient devant le juge, puis historiquement, les business, c'était moi, j'ai une idée, je fais ça dans mon sous-sol, là, je mets beaucoup d'argent dans ma tech, puis là, j'espère que les gens vont adhérer. Puis là, quand je suis rendu les poches vides à espérer que les gens adhèrent, il tombe un procès comme ça, puis là, il faut que tu sortes upfront plusieurs dizaines de milliers de dollars sans savoir où ça s'en va, puis c'est là que les projets mouraient. Fait que, historiquement, ça a eu un haut taux de succès d'agir comme ils agissent. Mais, puis je le disais à un autre podcast la semaine passée, nous, on savait qu'on s'ennuyait là. Mm-hmm. Puis même si on le faisait autrement que les autres business qui le faisaient mal dans le passé, on se doutait bien qu'il allait rentrer la même poursuite. Fait que, préalablement, tant qu'à avoir les avocats dans le dossier pour nous dire comment le faire, on leur disait, monte le dossier pour aller débattre cette méthodologie-là. Puis ça a fait que je sais pas, on avait comme 36 heures là, pour monter tout ça. Le seul retard que ça a eu, là, c'est avec nos développeurs parce qu'on était comme, voici ce qu'on t'a dit de faire. C'est-tu vraiment ça que tu as fait? Puis montre-moi là, pour s'assurer que tout ce qu'on va dire est vrai. Fait que là, il a fallu prendre
la majorité de nos développeurs, les sortir des opérations puis dire montre-moi tout ça, réexplique-moi tout ça, valide que tu as bien fait ça. Screenshot après Puis là, tu sais, screenshot à chaque étape du procédé. ouais, pratiquement. Puis après ça, moi, je suis responsable de tout ce qu'eux développent. Fait que là, sur les 3 derniers jours où ils livraient probablement une quinzaine de fonctionnalités, il n'y a rien qui a été validé. Tu sais, je faisais autre chose. Fait que on était tout prêt à ce que le dossier sorte et soit défendu. Les avocats savaient que ça s'en venait, connaissaient leur ligne de défense. Mais dans les 3 jours d'un lancement, tu sais, tout le monde a le gaz au plancher. Puis là, il a fallu lever le gaz pour s'assurer que tout ce qu'on allait défendre était véridique. Fait que c'est à ce point-là que quand la poussière a retombé le vendredi soir, puis qu'on s'est dit, OK, ben là, on est censé ouvrir demain matin. On repose. Là, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas sûr de tout ce qui a été fait dans les 3 derniers jours. On n'a pas eu le temps de tester. On n'a pas fait de test de charge, test d'intrusion, puis tout autre test que doit subir une fonctionnalité à être mis en ligne. Fait que, basé là-dessus, on s'est dit, on aime mieux passer 2-3 jours de plus à bien valider ce qu'on n'a pas validé avant de l'ouvrir au grand Parce que public. tu veux pas avoir laissé l'impression d'être une équipe d'amateurs qui n'avait pas planifié d'avoir une charge aussi grande que ça au début, puis la plateforme flanche. Là. Ouais, puis tu sais, là, on parlait de ce qu'on a vécu côté légal, mais en ouvrant la plateforme, là, on avait 2-3 cyberattaques par jour. Oh, wow. S'il y a un truc que tu n'es pas prêt, ça n'aurait pas pu fonctionner. Là. Puis prends par exemple, il y a un élément qui a été développé. Je ne sais pas si je parle à des gars techniques, là, on ne se connaît pas beaucoup, mais il y a un élément qui a été développé dans les derniers jours qui permettait de prendre les photos d'une propriété puis tout créer ces variations de grosseur pour que le site web soit rapide quand tu demandes telle grosseur de photo, telle grosseur de photo, telle grosseur de photo. Puis ce truc-là prenait beaucoup plus de temps qu'anticipé, puis il causait un problème qu'on appelle de timeout. Puis là, n'importe qui aurait pu se dire, ben monte le timeout, puis comme on va régler ça plus tard, puis personne, ça va impacter personne. C'est que quand tu montes le timeout, tu ajoutes le nombre de requêtes qui peuvent passer, puis là, tu t'ouvres à tes cyberattaques. Fait que si on avait dit, hey, on prend le quick fix, on monte le timeout, puis on pousse ça, ben là, on aurait vécu une cyberattaque qui n'aurait pas pu être c'est exact. Exact. Wow. C'est pas évident d'essayer d'innover dans un monde hyper réglementé. Je dis pas que les réglementations sont pas nécessairement toutes absurdes ou inutiles. Je pense qu'il y a certaines réglementations qui permettent une régularité. C'est pas pour rien que l'OACIQ, c'est de l'autoréglementation. Ouais. Ça permet de gérer un marché qui peut être concurrent, mais qui peut pas, qui est dans la limite ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Donc, forcément, donc il y a plusieurs plateformes. Il y a Remax, il y a du Proprio. Donc, on ne citer que ceux-là qui sont des grands groupes. Mais est-ce que... Mais tu sais, il faut faire des distinctions dans ce monde-là. La PCIQ, c'est privé, c'est une chambre immobilière. Étienne Centris, qui est une entreprise privée qui font des affaires. Ils ne sont pas là pour protéger personne. Puis de l'autre côté, tu as l'OACIQ qui, elle, a pour mission de protéger le public. Et les réactions des deux entités ont été très différentes. L'OACIQ nous ont dit, OK, viens nous montrer ça, on va te donner notre opinion, puis on va s'assurer que c'est sécuritaire pour le public. Puis la PCIQ a envoyé un huissier. Ouais. Mais il y a quand même, est-ce que vous aviez pu, puis là, je tombe dans des choses qui sont plus techniques, juridiques, là, mais essentiellement, ben, il y a l'OPC aussi, l'Office de la protection du consommateur. Excusez-moi, j'ai des petits bugs. Donc, je ne sais pas si vous avez contacté l'OPC, parce que vous êtes consommateur quand même si vous êtes vendeur. Je ne sais pas si vous avez eu des... si on peut aller là-dedans. Ouais, ben en fait... Je pense que oui. En fait, on a été contacté par le Bureau de la concurrence canadien. Puis, bien évidemment, on a accepté de leur partager notre expérience, mais le contenu de leur enquête, c'est confidentiel. C'est correct. Bon. Réalistiquement parlant, je veux dire, là, je pense que quand Sam il nous montrait la carte, c'était genre localisé qu'au Québec. Mais c'est quelque chose qui, dans vos plans à court, moyen, long terme, qui pourrait être étendu en Ontario, dans d'autres provinces, ou genre la réglementation est tellement différente que ça rend compliqué, ou tu sais, un peu, c'est quoi les prochaines étapes après ça? On n'a pas analysé la réglementation des autres provinces. Je la connais en surface, puis elle m'apparaît plus simple qu'au Québec. Je pense qu'au Québec, c'est plus compliqué. Mais par contre, c'est pas le point qui pourrait, puis je dis ralentir. C'est pas ça qui ralentirait le développement, mais je veux pas dire qu'il est ralenti parce que pour l'instant, on veut un Québec stable, une offre de service au Québec qui est stable.
Puis ce qui a été le plus time-consuming de ce projet-là, de un, tu as le développement, mais ça, tu t'en sors pas, puis on s'y attendait. Mais on a une petite équipe à l'interne qu'on appelle les partenariats. Puis eux s'assurent qu'un client qui utilise nos services est répondu pour toute profession, peu importe qui est où au Québec. Ça veut dire que si tu demandes un arpenteur géomètre ou un inspecteur aux îles de la Madeleine ou un courtier immobilier dans le nord du Québec, on a quelqu'un pour toi. Puis ça a été un travail beaucoup plus fastidieux que ce qu'on anticipait. Puis en fait, nous, on avait commencé des messages marketing pour voir la réaction de ce marché-là de travail autonome dans l'immobilier. Puis c'était super positif. Fait que, nous, on a commencé à dire, voici ce qu'on pense faire, voulez-vous travailler avec nous? Puis ça rentrait à coups de centaines de demandes de oui, je veux travailler avec vous autres. Fait qu'on s'est dit, OK, ben ça devrait bien aller. Fait que quand on a été prêt, on a ouvert les valves. Puis on a dit, maintenant, tout le monde appliqué. Puis on a reçu, je pense qu'on est rendu à 3000 applications. Quand même. Sauf que le problème qu'on avait, c'est que tu ouvres la fiche du profil de la personne, tu vas voir sur Facebook, tu vas voir son ordre professionnel, tu vas voir un peu partout puis là, des restrictions de travailler. Sur Facebook, c'est un sniper avec des têtes de mort. Puis après ça, quand tu googles son nom, il y a des accusations d'agression sexuelle. Fait que là, t'es comme, Je-tu vraiment? Ouais, fait que là, on s'est dit, bon, on savait qu'il allait falloir valider, mais je pense qu'il va falloir vraiment valider tout le monde de façon assez approfondie. Fait que là, on s'est mis à valider tout le monde. Puis là, tu passes beaucoup de temps à valider les 3000 inscriptions que tu as eues. Puis là, quand tu es sélectionné, tu es comme, OK, ben ça, c'est ceux-là que moi, je veux travailler avec eux dans cette région-là. Tes appels, ils ne se rappellent plus de toi. Finalement, ça leur tombe plus. Fait que, tu sais, le travail là, de booker tout ce beau monde-là a été très fastidieux. Fait que là, on se dit, c'est bien beau de dire, j'ouvre la switch puis on va en Ontario, mais là, il faut que notre client ait le même niveau de service là-bas. Fait que là, il faut ouvrir un département de partenariat anglophone. Il va falloir aller chercher tous les différents intervenants là-bas. Fait que ce qu'on a fait, par contre, pour l'idée les efforts de développement, c'est qu'on permet à un client d'afficher sa maison ailleurs dans le Canada. Fait que si toi, tu es en Ontario, puis tu veux utiliser notre plateforme pour être vu, ben, tu peux mettre ta maison chez nous, sauf qu'on va te dire que tu n'as pas de service. Fait que, OK, tu peux mettre ta maison, mais on t'offre une vitrine, c'est tout. Puis ça, pour nous, ben, on ne met aucun effort à l'extérieur du Québec de promotion, mais advenant le cas où, pour une raison X, il peut sortir, mettons, 1000 demandes d'inscription en Ontario, puis 2 au Nouveau-Brunswick, ben, peut-être que le prochain move intelligent serait d'aller en Ontario. Y a-t-il une façon sur la plateforme, de noter justement si tu as un service avec un arpenteur géomètre ou un évaluateur? Peux-tu dire, te revenir après, dire bon, ben, lui, je donne 5 sur 5, super service. Y a-t-il une manière que les utilisateurs puissent justement leur donner des notes à tous ceux avec qui ils interagissent? Ouais. Ben, en fait, avec les arpenteurs géomètres et les notaires, c'est pas possible parce que nous, on ne peut pas être un entremetteur pour eux. Dans leur code déontologique, ils ne peuvent pas acheter de livres, ce qui est notre modèle d'apport. Fait que ces deux corps de métier-là, chez nous, font de l'affichage publicitaire. Fait que moi, je ne sais pas qui je t'ai envoyé, puis je ne sais pas avec qui tu as traité. J'ai aucune idée de ce que tu as ramassé de ma plateforme parce que tout ce que je peux te vendre, c'est un affichage publicitaire. Ça, c'est un autre aspect légal. Il a fallu checker les codes déontologiques de plein de gens. Là. Puis, en tout cas, les autres professionnels, leur job, c'est pas de dire à une business privée comment opérer. Fait que là, ils collaboraient pas beaucoup. Mais en tout cas, les arpenteurs géomètres et les notaires, eux, ils peuvent juste faire de l'affichage publicitaire chez nous. Fait que nous, comme on n'a pas de lien client professionnel, on peut pas s'assurer que ce client-là a fait affaire avec cette personne-là, puis s'assurer que son review est bon. Cependant, les autres professionnels à qui on a envoyé un client, puis qu'on sait qu'il a fini chez vous, là, on sait que le lien existe, puis c'est nous qui allons pousser la demande de review. Fait qu'on veut pas que n'importe qui puisse laisser des reviews puis que ça devienne un peu n'importe quoi. Fait que quand on sait qu'une personne a fait affaire avec un professionnel, à ce moment-là, nous, on suit le client de manière automatique. Puis quand sa transaction est faite ou son besoin est comblé, on lui dit comment ça a été. C'est un peu comme le modèle d'Amazon qui est les reviews, c'est le verified purchase versus genre Google où n'importe qui dit moi j'aime pas les politiques de telle personne, puis je m'en peux mettre un certain, et puis je suis jamais allé là. C'est ça. Pour nous permettre de partir, on est allé chercher les reviews Google. Fait que là, la personne, elle peut voir les reviews sur Google, c'est quoi, puis ça lui donne une petite idée. Puis quand on va avoir récolté assez de nos propres reviews, les nôtres vont prendre la place dessus Google. J'ai une petite question. Considérant les implications, peut-être, c'est une question que j'aurais posée à votre avocate peut-être précisément, mais
Y a-t-il eu des enjeux en matière de protection de données et de conformité avec la loi 25 là, qui parlait de protection des Ah oui. données? Est-ce que ces choses-là, dans le fond, est-ce qu'il y a eu une équitabilité juridique, si on peut dire ça ici, avec les autres plateformes, étant donné que vous étiez une plateforme qui était dans l'innovation et donc nouvelle, cette application-là était un peu plus aiguë sur vous? Je ne sais pas si ma question est... On n'a pas senti de pression externe j'allais dire plus meilleur, d'être meilleur que les autres. Là. Mais nous, à l'interne, on s'est dit, tant qu'à le faire, on va bien le faire. Puis on est allé chercher des programmes de subvention pour nous aider à mieux le faire. Mais il y a beaucoup. En fait, quand tu fais une transaction immobilière, tu donnes pas mal tous tes renseignements personnels. On en a énormément à gérer, puis il y a différents cas parce que la commission d'accès à l'information, on va aussi dire tu peux demander ça si tu atteins tel critère de nécessité. Là. Puis une fois que tu l'as, voici ce que tu dois faire avec. Puis comme nous, on a plusieurs flots qui utilisent différentes informations personnelles, il faudrait tout analyser les différents flots. Mettons, si tu es juste un acheteur qui se crée un compte, puis tu donnes ton numéro de téléphone puis ton email avec nom, prénom, c'est de la donnée personnelle, mais c'est géré différemment que si tu es un vendeur qui doit prouver son identité avec une photo de permis de conduire ou de passeport pour pouvoir s'assurer que tu es propriétaire de la maison. Puis là, la gestion est différente, mais on a accès à des professionnels pour ça. Puis c'est comme aussi, on s'est fait dire, hey, vos cookies sont pas... respectent pas la loi 25, mais comme on fait rien encore avec le fait que techniquement... Ça, c'est encore peut-être quelque chose qui était dans la mise en demeure. On se prépare à voir que ces choses-là, c'est de la grosse présomption quand même. La présomption légale, je ne peux pas vraiment m'attabler ou conclure là-dessus, mais l'envoi d'une mise en demeure, d'un aspect d'intimidation, d'un aspect d'impact. Vous savez qu'au Québec, il n'y a pas de délai de rigueur et de mise en demeure. Vous pouvez tout simplement, permettez-moi l'expression, crisser ça à la poubelle ou d'allumer son feu de foyer avec. Salut Guillaume! Bonjour, M. Sabatiello. Mais c'est tout à fait exact dans le contexte où il n'y a pas d'application légale, il n'y a pas souvent, les gens qui ne sont pas confrontés à ça bien souvent, là, vous pouvez mettre ça, il ne peut y avoir aucun impact légal, mis à part si on doit faire une procédure par la suite. Oui, en effet, puis c'est sûr, ça fait réagir quand tu la mets au feu, mais tu sais, il n'y avait rien dans cette mise en demeure-là. Et grossièrement, ils nous ont dit hey, touchez pas à nos données, on leur a dit on touche pas à vos données. Pas mal tout, mais comme t'aurais pu m'appeler. C'est ça. Écoute, je fais du pouce un petit peu sur ce point-là. Tu avais parlé que tu avais constaté un manque de concurrence dans le marché. C'était un des points que tu voulais amener pour le succès de ta plateforme. Parle-en-nous un petit peu plus de ce manque de compétition-là que tu percevais dans le marché. Ouais, puis qu'on soit bien clair, c'est pas un manque de concurrence entre les courtiers immobiliers, parce que les courtiers immobiliers, il y en a beaucoup, puis c'est effectivement très concurrentiel pour eux, puis c'est difficile de se faire une place. Là où moi, je pense qu'il y a un manque de concurrence, c'est que toi, tes clients, tu cherches à vendre ta maison, tu cherches un courtier immobilier, c'est tough, là. Tu veux pas en faire venir 15 chez vous, ils vont tous te charger à peu près la même affaire. Tu sais pas s'il est bon, s'il est pas bon. Tu n'as pas beaucoup d'outils pour t'aider à bien choisir. Fait que là, tu vas faire 3 entrevues, 4 si tu es un peu craqué. Tu vas prendre celui avec qui tu penses mieux t'entendre. Ils vont tous te charger à peu près le même prix. Fait que tu sais, est-ce que c'est vraiment ça, tous les choix du marché? C'est comme en tant que personne qui veut vendre sa maison, est-ce que tu as bien analysé tout ce qui était possible pour toi? Puis est-ce que les intervenants que tu as rencontrés étaient vraiment tant que ça en compétition? Fait que là, nous, ce qu'on s'est dit, c'est le pourcentage, on n'aime pas ça. Parce que ajuster un pourcentage, c'est difficile. Si tu dis, mettons, j'ai une maison à 500 000, puis je te mets 5 là, ça va me coûter 25 000 $. Puis là, si je tombe, mettons, à 4 là, c'est des gros chunks d'argent. Mettons, ça va être plusieurs milliers de dollars entre 5 et 4 Puis là, si tu te dis, je veux l'ajuster un peu pour être un peu plus compétitif en fonction de ce que moi je connais du marché et de la maison, tu n'iras pas mettre 4,27 Tandis que si c'est des montants en argent, c'est facile de dire cette maison-là, je pense qu'elle va mieux se vendre que cette maison-là, ça vaudrait 1 000 $ de moins de la vente. Fait que c'est facile d'utiliser des montants en argent pour ajuster son pricing. Puis les courtiers immobiliers qui ont de l'expérience, ils savent quelle maison est facile à vendre et quelle maison est dure à vendre.
Fait qu'ils ont l'expérience pour dire je charge moins cher là-dessus, puis je charge là-dessus. Puis après ça, quand ils sont mis en compétition dans le contexte traditionnel, c'est beaucoup sur la capacité du courtier à clore un mandat, un contrat de courtage. Fait que, plus le courtier est bon à te convaincre que c'est avec lui qu'il faut qu'il travaille, bonne chance qu'il soit bon aussi pour vendre ta maison, mais c'est pas ses capacités à vendre la maison qui viennent de te faire signer le contrat. C'est plus sa capacité à te convaincre que c'est avec lui qu'il faut que tu signes le contrat. Fait que là, nous autres, on s'est dit, on va présenter au client de manière objective ses années d'expérience, son nombre de listings dans le marché, ses reviews qu'il a accumulés. On lui propose de mettre une vidéo de présentation, puis tu vas avoir un montant à frais fixes. Puis en date d'aujourd'hui, depuis l'ouverture, on a une moyenne de 17 soumissions par demande de soumission. Ce qui veut dire qu'une personne qui demande à vendre sa maison avec un courtier immobilier va recevoir en moyenne 17 réponses. C'est énorme. Fait que tu as 17 courtiers immobiliers qui veulent travailler avec toi, qui t'ont soumissionné à prix fixe, sachant qu'ils sont en compétition, un montant pour vendre ta maison. Puis là, toi, tu peux décider, moi, je veux payer le moins cher, ou je veux lui qui est le plus présent, ou je veux lui qui a le plus d'années d'expérience, ou je veux lui que dans sa vidéo, ça fit mieux que ma personnalité. Fait que là, tu as vraiment créé un environnement compétitif. Écoute, j'en profite pour faire un petit parallèle avec le dernier podcast qu'on a enregistré avec Christian Tremblay. Si tu ne le connais pas, Antoine, c'est un spécialiste dans l'approvisionnement, mais qui est aussi recruteur aujourd'hui. Christian, il parlait souvent de l'importance de bien choisir ses fournisseurs puis de ne pas hésiter à les mettre en compétition pour tirer le meilleur prix. Même si tu fais affaire avec le même fournisseur depuis des années, de le challenger, ça peut être bien. Avec ta plateforme, justement, avec 17 soumissions pour une offre de service, c'est sûr et certain que de leur côté, ils vont faire l'offre qui, pour eux, fait le plus de sens, mais qui pensent aussi que c'est l'offre qui fait le plus de sens pour toi, de l'autre côté. Fait que tu es capable de départager un peu la vision de chacun à ce niveau-là. Puis je fais du chemin sur le marché traditionnel, c'est quoi, puis nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est quoi. Puis c'est tout à fait naturel qu'un courtier immobilier qui commence charge moins cher qu'un courtier immobilier que ça fait 20 ans qu'il fait ça. Et moi, je sors de l'école, ça fait peut-être 1 an que je fais de l'immobilier, j'ai à peu près tant de ventes de fait. Je suis bien loin du courtier que ça fait 20 ans qu'il fait ça, qui a 200 listings à son actif. Puis pourtant, si je veux charger moins cher, je me fais dire par le marché, tu peux pas faire ça. Nous autres, tu vas recevoir des appels des autres courtiers disant c'est pas correct de donner 1% au courtier collaborateur. Ton agence va dire tu charges pas assez cher, voici des conseils pour comment réussir à charger plus cher. Puis c'est comme si c'était dévalorisé de charger moins cher parce que tu as moins d'expérience. Puis je rencontrais des courtiers immobiliers qui me disaient moi, je veux faire. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais en recherche de clients, je voulais que le cash flow se mette à rentrer, puis j'étais prêt à travailler pour moins cher. Fait que là, j'avais envie de faire une campagne marketing, je vends ta maison pour 5 000 $. Jusque-là, tout se tient. Le courtier immobilier, il commence, il est prêt à se faire les dents, à travailler fort, faire un peu moins d'argent pour cumuler de l'expérience pour faire des transactions. Puis la réponse qu'il y a eu des autres courtiers, c'est fais pas ça, tu vas recevoir de la haine, les autres courtiers ne vont plus travailler avec toi. L'agence était comme fais pas ça, tu devrais pas travailler comme ça, tu devrais faire 4-5%. Fait que là, ce courtier-là ne l'a pas fait. Pourtant, là, ça aurait été tout à fait légitime selon nous. Fait que nous, ce qu'on leur dit, c'est que chez nous, c'est de même, ça fonctionne. Puis si c'est ça que tu veux mettre pour pricer une vente, on t'encourage à le faire. Puis si c'est ça que le client veut, tu vas gagner de la clientèle. Puis si notre clientèle a dit, moi, je veux un courtier immobilier que ça fait 20 ans qu'il fait ça, qu'il a 200 listings, puis que je sais qu'il va être vraiment solide, il ne choisira pas. Puis même s'il t'avait choisi, ça aurait été un mauvais match. Ah, mais j'aime ça, votre plateforme, votre concept. Parce que, moi, j'ai jamais vendu de maison encore, mais j'ai acheté ma maison. Puis, mon expérience personnelle, ça a été. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est un courtier, puis j'ai fait affaire à lui. J'ai aucune idée s'il est bon, j'ai aucune idée s'il est compétent. Puis un coup que la maison est achetée, ou en tout cas l'offre d'achat est faite, c'est genre je connais quelqu'un pour genre faire l'évaluation. J'ai aucune idée si le prix qui est chargé est bon ou mauvais, j'ai aucune idée si le gars est bon. Fait que c'était juste du oui-dire, alors que une plateforme de même, tu peux avoir beaucoup plus d'informations, tu es beaucoup plus équipé pour acheter ou vendre. Ouais. Puis c'est drôle aussi parce que nous, on a buildé le système de professionnels autour du client en se disant s'il a besoin d'un gars d'hypothèque, on va en avoir un à y référer. Puis là, on se faisait attaquer, les gens étaient comme on va être le produit, tout le monde va faire de l'argent sur notre dos. Puis on est comme c'est sûr qu'il faut qu'on charge l'argent à quelqu'un, il faut qu'on réussisse à vivre, il faut vous offrir ce service-là. Puis nous, le gars d'hypothèque, là, il va payer, puis là,
à peu près, ça dépend, ça va dépendre des renégociations, mais ils payent entre 15$ puis 40$ le livre. Mais dans le contexte du marché traditionnel, si moi je suis un courtier immobilier, puis je te prends toi, Serge, puis je t'envoie à mon courtier hypothécaire, il me retourne 850$. OK, ouais. C'est pas mal ça qui est arrivé. OK. Mon courtier Ça, hypothécaire, mon conseiller hypothécaire, je connais quelqu'un qui s'appelle de même. On parle du même. Je sais pas, moi je parlais du courtier qui va magasiner des hypothèques pour toi, mais tu sais, le courtier immobilier dans le marché, il va prendre des références sur le courtier hypothécaire. Fait que nous, on se paye en prenant des références comme ça qui sont beaucoup plus basses que ce que demande un courtier immobilier. Puis là, les gens, ils sont pas au fait que ça existe déjà. Puis pour vous donner une idée des stats, là, vu que je les ai sous la main, là, c'est 205 personnes qui ont demandé un courtier immobilier dans notre plateforme depuis le 5 mars. Il y a 3370 soumissions à préfixe qui ont été renvoyées. À ce jour, on a fait 28 matchs complets d'un client qui a choisi un courtier et qui travaille ensemble. Les courtiers immobiliers ont soumissionné en moyenne 26 000$. Puis les courtiers immobiliers qui ont eu un match, eux, ont chargé en moyenne 16 000$. Pour répertorier ceux qui vont nous écouter lundi le 24, très possiblement, on est dimanche le 16. Donc, c'est à l'heure actuelle. Bien sûr que les statistiques, j'imagine dans une semaine, ça va être le double. Peut-être pas le double, mais... Non, c'est ça. Puis si je descends dans les soumissions gagnées, là, le plus bas qui a gagné une soumission le fait pour 5 000$. Mais il y en a qui l'ont gagné à 28 000, 32 000. Fait que, il y a des clients qui se sont dit, moi j'en veux un qui est de confiance avec de l'expérience et qui charge plus cher. Là, puis je vais me permettre de te dropper des noms ici, puis je te demande pas d'acquiescer, Antoine, de ton côté. Il y a des gens qui vont être prêts à payer pour avoir un Simon Laberge de ce monde que tout le monde voit partout, tout le monde entend partout. Mais ça se peut aussi de ton côté, tu fasses comme, hey, regarde, comme tu disais, l'exemple que tu disais, le petit jeune qui vient de sortir, écoute, il y a un tel, je sais qu'il est dynamique, je sais qu'il vient d'avoir son cours. Écoute, je prends un gars, j'y vais avec lui. C'est normal qu'il y en ait un qui charge, je dis un chiffre comme ça en l'air, 37, puis l'autre qui charge 8. Là. C'est juste normal. Là. Je comprends pas pourquoi c'était pas déjà fait dans le marché. Mais gars, en même temps, moi, je me rappelle plus c'est quoi son nom, puis je ne donnerai pas de nom, mais moi, j'étais à Repentigny. Puis il y en a une qui était vraiment très populaire à Repentigny. C'est toujours genre, telle personne a vendu, telle personne a vendu. Puis ils se sont rendus compte qu'elle a demandé à tous ses chums d'aller surbider sur chacune des maisons pour pouvoir les vendre plus cher pour faire une plus grosse cote. Ça a finalement été aperçu, puis genre, elle a perdu sa licence. Ça. Mais il y a ça aussi dans le marché. Avec raison. Ouais. Mais c'est difficile. C'est un marché où il y a beaucoup d'acteurs. C'est 16 000 courtiers immobiliers au Québec. Puis pour la plupart, ils sont vraiment très bons. J'ai rencontré des courtiers immobiliers qui sont excellents, sur lesquels j'aurais absolument rien à dire. Mais je n'ai rencontré d'autres à qui je ne confierais pas 10$. Et ça fait que quand tu es un client et tu as peu de choix devant toi puis peu de façons de les comparer, ben, tu peux pas. Il arrive que tu tombes devant une personne qui est juste bon pour signer des contrats avec toi, mais que finalement, tu te rends compte que la pratique n'est pas super. Rassure-moi, pour ce qui est du contrat de courtage préalable, un courtier immobilier ne peut publiciser une propriété à vendre sans avoir au préalable fait signer un contrat de courtage au vendeur. Ceci dit, donc, vous aviez déjà, parce que je ne serai dans aucun indicateur de temps, là, parce que je ne connais pas ce que vous avez fait en termes de procédure. On va utiliser un temps de verbe comme ça. Vous devriez vous assurer que les courtiers qui publient des inscriptions via votre plateforme ont un mandat comme valide ou propriétaire, comme tout type de plateforme. Donc, il serait comme interdit à un courtier qui affiche sur Yobi, par exemple, mentionnant à venir ou bientôt sur le marché si le contrat de courtage n'est pas encore signé officiellement. Est-ce que je me trompe? Il faut faire attention parce que nous, on n'est pas leur agence, on n'est pas leur boss, on n'est pas leur employeur. On leur offre une plateforme d'affichage. Fait qu'on ne doit pas se mettre à contrôler leurs actions. C'est au courtier immobilier de s'assurer qu'il est en respect de son code déontologique et la loi sur le courtage immobilier. Fait que si un courtier immobilier fait une action en ce sens sur notre plateforme, ben, c'est lui qui va être en tort. Mais vous n'avez pas une responsabilité partagée étant donné que vous hébergez le courtier qui pourrait être fautif, par exemple? Non, nous, on doit offrir les outils lui permettant d'agir légalement, puis ne pas le mettre en position où il est en infraction sans qu'il l'ait lui-même fait.
Mais après ça, c'est à lui de respecter, c'est un professionnel, il y a un organisme d'autoréglementation des courtiers immobiliers, puis il doit respecter son code déontologique. Fait que c'est la responsabilité du courtier immobilier d'agir à l'intérieur des lois sur le courtage immobilier et de son code déontologique. Génial. Fais ça. Je suis rassuré. Par contre, du côté client, ben là, lui, on doit l'accompagner. Ben, je dis on doit l'accompagner. Il faut vérifier plus d'éléments pour limiter, puis il faut même complètement retirer tout ce qui pourrait être fraude, spam, C'est fausse ça, annonce. contenu publicitaire, profit des courtiers, donc s'assurer qu'aucune pratique comme fausse représentation, sollicitation illégale de clients d'autrui, donc via le service, c'est Non. tough. Même pas. Je te dis plus côté, toi Samuel, là, tu te fais une fausse identité, puis tu vas vendre une fausse maison, puis tu vas prendre des dépôts parce que c'est donc une bonne affaire, puis après ça, tu disparais. Ben là, nous, à ce niveau-là, là, il faut appliquer un contrôle. Fait qu'on a aussi un petit département à l'interne qui s'appelle la conformité. Puis eux vont valider que la personne qui affiche, c'est bien elle. Fait qu'elle valide leur identité. Après ça, elle va valider qu'il y ait un des derniers acquéreurs de la propriété en question. Fait que là, on s'assure que la personne existe, c'est bien elle, puis qu'elle possède le bien immobilier. Sauf quelques exceptions pour la location quand c'est des sociétés de gestion ou des employés d'une société. Mais tout ça pour pas que quelqu'un se fasse une fausse identité puis aille voler de l'argent à nos utilisateurs. Parce que Fait que ça, d'être un intermédiaire, on comprendra ici que l'implication juridique, vous êtes bien guindé, là, d'ici là, vous êtes, comme on dirait au Saguenay, vous êtes grillé solide. C'est même pas l'accent du Saguenay en plus que j'ai fait. Donc, vous voyez à quel point ça fait longtemps que je suis parti. Euh, vous êtes du moins protégé avec votre département, compte tenu que vous êtes une plateforme qui se veut d'être un intermédiaire avec les responsabilités individuelles je vais dire pas des requérants, là, je ne veux pas utiliser des termes, du moins des utilisateurs vendeurs. Disons-le comme ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis je doute du sérieux un peu d'un ordre professionnel. Puis ce propos ne vient que de moi en passant. Vous n'avez pas besoin d'acquiescer ou de commenter. Mais je trouve ça quand même assez fortuit d'aller dans des procédures où, au préalable, on fait dans la présomption. Je trouve ça assez particulier. Donc, je comprends, monsieur, peut-être, Abastialo, d'avoir nourri le feu de ses inquiétudes. non, puis fait que c'est ça. Puis même si on n'a pas à le faire côté courtier immobilier, nous, ce qu'on fait, puis on a eu les commentaires de l'avocate puis de la CQ à certaines étapes du processus, sans contrôler, on va faire un rappel de certaines obligations. Fait que, admettons, s'il liste sa maison, on dit assure-toi que ces informations-là sont à jour, vérifiées, puis qu'elles sont bien remplies. Fait que, on n'applique pas de validation, c'est au courtier immobilier de s'assurer que c'est fait. Mais à certains points, là, il y a un petit bandeau jaune qui dit hey, valide que ça, c'est bien correct. Puis comme ça, ben, on limite les erreurs, puis on ne veut pas qu'une personne, par une mauvaise utilisation de la plateforme, soit en défaut de son code déontologique ou de la loi sur les courtages immobiliers. Au niveau plus du marketing ou de la clientèle, parce qu'on s'entend là, que vous êtes plus une plateforme, une nouvelle plateforme, on est 2025, vous faites beaucoup de marketing sur TikTok, les réseaux sociaux, donc est-ce que de cette façon-là, vous rejoignez une clientèle quand même plus jeune? Est-ce que c'est vraiment genre un peu plus le but ou éventuellement vous comptez genre essayer de viser des clientèles un peu plus âgées qui sont peut-être un peu plus confortables dans leur pantoufle actuelle? Ouais, ben on sait que la plateforme est disponible pour tout le monde, là, mais on ne pense pas que la grande majorité de nos utilisateurs vont avoir 75 ans. Fait que là, on est allé côté réseaux sociaux. C'est aussi un marketing qui est plus dispendieux, puis dans lequel le groupe Abastialo est déjà très bon. On est allé chercher une base d'utilisateurs sur la portée des réseaux sociaux. Puis, tu sais, tantôt, je disais, notre plateforme, il faut qu'elle soit légale et sécuritaire dès son lancement, mais elle est loin d'être parfaite. Là. Fait que nous, on voulait avoir un bassin d'utilisateurs qui allait aller sur la plateforme, qui a déjà utilisé d'autres plateformes, qui est déjà à l'aise avec un téléphone cellulaire, qui est déjà à l'aise avec la technologie, pour qu'elle nous retourne son feedback d'utilisation, puis que nous, on puisse prioriser les prochains efforts de développement. Puis cette clientèle-là, ben, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui a 75 ans prêt à vendre, c'est plus les jeunes qui s'intéressent à la technologie, qui sont allés sur un téléphone cellulaire. Tout ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté le MVP de la plateforme, on l'a mis en ligne. Les utilisateurs qu'on a générés avec les réseaux sociaux sont allés, nous ont donné leur feedback, puis là, on a monté un calendrier de production pour des ajusteurs à la plateforme. Puis quand on va être, je dirais,
peut-être 80% terminé les ajustements qu'on veut faire pour se dire maintenant on est prêt à rouvrir les valves. Là, il va y avoir du marketing qui va être plus traditionnel, qui va rejoindre la plus grande majorité de la population. Puis, mais tu sais, pour la période de lancement, ce qu'on avait besoin, c'est l'audience des réseaux sociaux. En ce qui a trait au. Parce que bon, je pense que c'est le cas pour toutes les plateformes essentiellement, du vendeur non représenté par un courtier vers un acheteur non représenté par un courtier. Ceci dit, dans plusieurs plateformes, on voit ça. Est-ce que vous n'avez pas un mécanisme, du moins, parce qu'en même temps, l'utilisateur qui est courtier, il reste quand même responsable devant son ordre professionnel, mais l'utilisateur, donc acheteur, ce qu'on pourrait dire vigilant et diligent, lui aussi a une responsabilité parce que la loi est là. Je veux dire, la loi sur la protection du consommateur, le Code civil est là, en matière d'inspection, etc., etc. Est-ce que vous avez, je n'ai pas vu vraiment en profondeur là, si j'ai pas fait certaines manipulations sur votre site, mais si un vendeur transige de particulier à particulier, bon, on sait que, bon, pour le bénéfice des auditeurs, il ne bénéficie pas des mécanismes de recours prévus dans la loi du courtage. Ce qui est de fonds d'indemnisation en cas de fraude ou en cas de faute professionnelle, parce que le professionnel qui s'appelle avocat, qui s'appelle notaire, qui s'appelle courtier, il est entouré, réchauffé, protégé et aussi avisé par son ordre professionnel dans le cas où il y a faute. Alors qu'il n'y a pas nécessairement hors du cadre de protection habituelle, ça exige, comme utilisateur, comme acheteur, d'être vigilant, de doubler de prudence. Parce que quand on parle de vérification diligente de l'état de l'immeuble, ben là, il peut faire recours lui-même à des inspecteurs agréés. Parce que aller faire une vérification visuelle sans garantie légale, on s'entend. Si, par exemple, de acheteur à vendeur non certifié, je vends la fameuse formule magique qui est, si tu pourras me corriger si je me trompe, acheter au péril et au péril et sans garantie légale, acheter au péril, au sus et au vu du vendeur, là, quelque chose comme ça. Il faudrait que je me corrige, mais est-ce que vous avez. Bref, ma question est plutôt est-ce qu'il y a quand même un attention tu vois ce que je m'en viens? Oui, absolument. Ben, nous, on leur offre la documentation légale de transaction qui, à l'intérieur, compte les clauses d'inspection, de financement, puis autres trucs spéciaux. Par contre, on doit leur aviser que nous, on n'est pas dans le dossier, on n'est pas un courtier, on n'est pas une agence. On t'offre le document tel quel. Si tu veux le modifier, bien à toi, mais on ne peut pas t'offrir de support légal. On n'est pas un entremetteur. Fait que là, à ce niveau-là, nous, on se retire et on dit si tu as besoin de quelqu'un, viens chercher un professionnel chez nous qui va t'accompagner. En fonction du niveau de ta transaction, ça va être un courtier immobilier ou un notaire. Mais nous, on ne le fait pas directement. On n'est pas une agence, on n'est pas un courtier, puis on se dégage de ses responsabilités. Répond très très bien à ma question. Le sujet amené était vraiment très long, mais le sujet amené était au bénéfice des auditeurs, je crois. Donc, c'est ça. T'es fidèle à tes habitudes, Sam? Une petite question rapide. De la collaboration avec la famille Abatiello, c'est venu de quelle façon? C'est une petite curiosité qui m'a popé quand on a parlé. Ouais. Ben, tantôt, je te disais comment on est arrivé à l'idée de ce qu'est Yubi. Puis il y a eu beaucoup d'itérations avec moi et l'avocat. Puis quand on a défini le modèle final, ben, il fallait une plateforme qui permettait l'affichage par un utilisateur solo de sa maison à vendre. Puis moi, dans mon autre business, Éric Gravel était un de mes clients depuis plusieurs années. Puis 1 an ou 2 ans au préalable, il avait annoncé la plateforme Yubi, qui était à ce moment-là un du proprio qui se rémunère par le placement publicitaire. Puis il faisait ça avec un de ses amis puis qui était devenu probablement co-actionnaire ou associé dans Yubi. Puis cette personne-là est décédée du jour au lendemain. Puis Eric avait mis le projet sur la tablette. Puis moi, quand je me suis assis chez nous, j'ai découvert qu'il allait me falloir une plateforme d'affichage de maison. J'ai appelé Eric, puis j'ai dit qu'est-ce qui se passe avec Yubi? Parce que là, il m'en faut une plateforme, puis je serais bien intéressé de racheter ce que tu as fait. Fait que là, je suis allé le voir à Blainville, puis il m'a montré ce qui avait été fait dans Yubi. Puis ben, il m'a gentiment dit pars avec tout, puis paye-moi ce que tu veux quand tu veux. Fait que là, moi, j'étais bien content. Puis je suis parti avec ce qu'il avait fait de la plateforme. Puis là, j'ai continué à monter le projet. Puis quelques semaines après, il m'a rappelé. Puis il m'a dit où c'est que tu es rendu? Tu fais-tu de quoi avec ça? Est-ce que ça va exister un jour? Par curiosité. Ça reste son bébé à la base. Ouais, c'est ça. Puis tu sais,
son idée était en développement là, à ce moment-là. Tu sais, Yubi est parti de lui, là, c'est Eric qui a monté la base de ce projet-là. Fait que là, lui, ça l'intéressait bien gros de voir ce que j'en faisais. Puis quand il m'a rappelé, j'étais déjà bien avancé, puis j'étais vraiment craqué. Fait que là, j'ai piqué sa fibre entrepreneuriale. Il dit, ben là, je veux pas manquer de bateau. Fait que, finalement, il m'a dit, je veux pas que tu me payes, moi, je veux te remettre de l'argent, puis je veux rembarquer. Fait que là, on a continué le projet à deux. Puis quelques semaines après ça, on avait une ronde de golf avec la famille Abatiello, avec Guillaume Abatiello, du groupe Abatiello, pour parler de franchise, là, même pas pour parler de maison. Puis finalement, on a parlé beaucoup de maison. Puis à la clôture de cette ronde de golf-là, il a dit, je vais vous en revenir prochainement. Puis bien évidemment, il nous a follow-up, je pense, le soir même ou le lendemain matin pour dire, je vais embarquer moi aussi. Je pense qu'il y a de quoi au bout de la ligne. Fait que, ça n'a pas été des grands échanges, là, mais quelques jours après, on l'acceptait dans l'actionnariat, puis on était maintenant trois. Cool. Convention. Puis, entre autres, un point qui a été marquant ben, il y avait 2 points que moi j'aimais beaucoup du groupe Abatiello, que je connaissais pas depuis tant longtemps que ça quand on les embarquait comme actionnaires, mais il avait déjà géré de la croissance. Fait qu'il était déjà parti. Il m'avait sorti des chiffres à ce moment-là, mais je pense qu'en 5 ans, c'était comme 2000 embauches. C'est une affaire de bon sens. Puis après ça, il était très présent sur les médias sociaux, puis très bon en marketing, chose que moi, je suis pourri. Fait que, les compétences matchaient. Écoute, chacun ses forces, sans rien vouloir t'enlever. Si j'avais eu à te lister tes forces et tes faiblesses, j'aurais probablement pas mis marketing dans tes forces, mais en même temps, tu sais bien t'entourer pour combler les points que tu as travaillé aussi. T'sais, la famille Abatiello, on ne se cachera pas. Côté marketing, c'est des machines. Si on ne peut pas leur enlever. Absolument. Puis, tu sais, c'est comme. Je pense que c'est des profils. Là. Probablement qu'il y en a qui sont capables de faire les deux, là, mais moi, ce que je trouve intéressant, puis exemple, ce que moi, je vais consommer comme contenu sur les réseaux sociaux, intéresse personne. On serait Puis, ce que moi, j'aimerais partager va aussi intéresser personne. Fait que, c'était impossible que je m'occupe de cet aspect-là. Puis même qu'on avait fait une rencontre, moi, Eric et Guillaume, pour savoir qui allait s'occuper des réseaux sociaux. Puis là, en bas, on s'est dit, ben là, Eric a déjà sa business d'animalerie, Guillaume a déjà le groupe Abatiello. Fait que là, Antoine, c'est toi qu'il faut qu'il le fasse. Fait que là, moi, je pars, puis je vais voir Elisabeth du groupe Abatiello, puis je dis, ben, c'est moi qui vais faire les réseaux sociaux. Puis déjà, là, ça me tentait plus ou moins. Puis ben, elle m'a gentiment dit que j'étais trop plate, finalement, pour faire ça. Puis, tu sais, avant d'émettre ce jugement-là, puis ça a été fait super, tu sais, on en rit, c'était bien évident. C'est-à-dire, c'est quoi qui t'intéresse, c'est quoi tu vas partager. Puis là, je poussais plein de chiffres, puis était comme ça marchera jamais. Là. Puis ce que les gens, ils veulent, là, c'est voir une cuisine, puis entendre parler de poteaux, là, ils s'en foutent de tes chiffres. Fait que j'étais rentré à la maison le soir, puis je comptais ça à ma blonde Marianne, puis j'étais comme, ils veulent pas de moi pour parler de ces réseaux sociaux. Puis là, à ma grande surprise, ma blonde a dit, ben moi, je vais le faire, ça me tente. C'est une personne qui est très extravertie, puis qui est bonne avec le créatif. Fait que là, finalement, c'est ma blonde qui est fait, puis elle est vraiment très bonne. Ben, tu maîtrises l'affaire. Moi, je suis de la marketing, puis mon appréciation que j'ai de ce podcast d'aujourd'hui tient du fait que quelque chose qui est innovant, des hommes d'entreprise, moi, personnellement, ça me touche au niveau marketing, donc je suis vraiment nul de chez nul. Mais quelqu'un qui sait de quoi il parle de son projet, quelqu'un qui est capable de le présenter, quelqu'un qui est capable de le communiquer, c'est ça. Mais d'être capable d'attirer par rapport à ça, ben là, c'est là la magie du marketing. Donc, Ouais, en effet. Fait que c'est comme ça que finalement, on a monté l'équipe d'actionnaires actuelle. OK. Alors, écoute, je vais faire un peu d'écho à ce que Sam disait jeudi dernier qu'on tournait avec Christian. Les podcasts avec des entrepreneurs sont toujours intéressants. Toujours, parce que quelque chose que je dénote, parce que dans une vie passée, j'étais conseiller municipal avant d'être chargé de projet. J'étais conseiller municipal dans un petit village de Portneuf. Et la vision de la vie entre un politicien et un entrepreneur est complètement différente. C'est complètement différent. Puis ça me fascine. Le cerveau de l'entrepreneur, honnêtement, ça me fascine. Imaginez si les entrepreneurs avaient la même langue de bois que les politiciens. On Il y aurait serait rien qui avancerait. on serait au féodalisme. On serait pas au mercantilisme encore. On serait encore au féodalisme. Tu sais, ça serait le seigneur et le paysan d'attitude. C'est pas le marchand, c'est pas l'artisan. Tu sais, je veux dire, si tu veux vendre tes trucs sur le souk, là, meilleure affaire ever. T'es le vendeur, t'es le possesseur de ton entreprise, tu fais tout dans la souk.
Une souque, c'est un marché public pour les bénéfices des auditeurs, donc au Maroc, je veux dire, dans les pays arabo-musulmans où venez acheter mon poisson sans 3 dinars. Puis, bon, bref, comprenez un peu la chose. C'est vous êtes l'accapareur de votre clientèle directement, vous faites tout. Donc, ceux qui font tout, qui sont des travailleurs autonomes présentement, avec tout ce qu'on a comme éventail de clients, comme éventail de moyens de métraire ou de communication, avec quelqu'un qui se lance comme travailleur autonome sans aucun outil, là, aujourd'hui, c'est pas évident. Mais Francis, pour faire du pouce sur ce que tu dis, moi, ce que je trouve fascinant de. Mais, tu sais, je suis entrepreneur, puis moi, en tout cas, des fois, je m'impressionne du seul, mais ça, c'est une autre affaire. Mais ce que je remarque chez tous les entrepreneurs, là, c'est qu'on a un problème devant nous. Puis là, tu te dis comment on résout le problème, puis la solution, elle peut être totalement farfelue, puis c'est le point de départ. Là, t'es comme, ben maintenant, travaillons à ce que cette solution tout à fait farfelue-là fasse un peu de sens. Fait que là, tu le décortiques morceau par morceau, tu ajustes morceau par morceau, puis au bout de la ligne, tu as une solution qui finalement n'est pas si farfelue que ça. Tu te dis, je pense que je peux la réaliser, puis là, tu viens de résoudre un problème. Alors que. Tu sais, les premières itérations là, de l'idée, là, souvent, là, tu te dis, ça n'a aucun bon sens. Alors que quand tu es un politicien puis tu as un problème, ben, ta seule solution, c'est ben, on va mettre plus d'argent. Puis ça s'arrête généralement là. Je pense que c'est un peu le problème qu'on est avec les déficits. Moi, j'ai une question à tous les invités, qu'ils soient dans le monde politique, dans le monde entrepreneurial. Sans te mettre dans l'eau bouillante ou dans l'eau chaude, de toute façon, ça peut que ça sorte jamais du Patreon, de toute façon, c'est pas. Avec les affaires que j'ai dit, j'ai peur du barreau, même si je n'ai pas donné de conseils juridiques. Parenthèse fermée. On s'appelle les trois afuera, donc afuera qui veut dire en espagnol dehors. Quel serait ton afuera politique, ou du moins, pourquoi pas dans le monde entrepreneurial, ou du moins sans dire, moi je mettrais tout à terre, le marketing, non mais qu'est-ce que tu enlèverais du système politique ou de la politique aérie, là, lâche-toi lousse. Ben, écoute, c'est une question auquel je ne m'attendais pas du tout, mais un truc que moi me dérange dans la politique, c'est tu as souvent l'impression que c'est compliqué de répondre, puis peu importe ce que tu réponds, c'est comme jamais vraiment la bonne réponse. Puis c'est comme si tout le monde politique a un peu peur de la vraie vérité ou de la vérité qui fait mal. Puis, tu sais, dans le monde des affaires, si quelqu'un débarque dans ta cour, puis te dit de quoi que tu ne veux pas entendre, mais c'est vrai, ben, il faut que tu le prennes en charge, il faut que tu te montes un plan, puis il faut que tu règles le problème. Puis, tu sais, ça semble être difficile à appliquer dans le monde politique. Si on pouvait juste se dire les vraies affaires, puis accepter une vérité qui fait mal, puis travailler ensemble pour régler une vérité qui fait mal. Mais Sam, tu m'as comme un peu couper l'arbre sur le pied parce que je voulais aller dans cette question-là, moi aussi. Est-ce que c'est vrai? C'est Serge qui a fondé ça, donc c'est à lui que ça va bien. Mais je voulais l'amener un peu différemment parce qu'on parle de la plateforme Ubi, puis on parle d'habitation, puis d'un peu ça. Fait que demain matin, là, Antoine, t'es ministre d'habitation, puis t'as carte blanche. Là. Y a-tu genre une loi, un règlement que tu as eu à faire dans ton projet où dit ça, là, on l'enlève? Je n'ai pas assez d'expérience à ce niveau-là pour m'exprimer. Je te dis qu'on fait que la réglementation en place, mais je suis bien loin d'être ministre d'habitation. C'est correct, c'est correct. Si seulement Mme Duranceau pouvait dire la même chose, mais non. Mais malheureusement, Mme Duranceau ne répondra pas comme Antoine. Écoute, je dirais que je vais être fair, c'est loin d'être la pire qu'on a eu comme ministre d'habitation. Mm-hmm. On a eu pire. Là. Je te dis pas que c'est la meilleure, je te dis pas pire. On en a eu des très mauvais. Et comme dans CAQ, dans le fond, comme elle est moyenne dans tout, mais elle est bonne dans rien. Là, oui, c'est ça, exactement. exact. Pars-moi pas. Mais tu sais, pour revenir un peu à ce qu'on parlait du cerveau de l'entrepreneur, tu sais, c'est un sujet qui me touche particulièrement, ce que je vais aborder là. Tu sais, la responsabilisation personnelle. Quand t'es entrepreneur, t'as pas le choix. Tu peux pas prendre ta responsabilité puis la mettre sur l'épaule de quelqu'un d'autre. En politique, c'est l'inverse. Le but du jeu, c'est de prendre la responsabilité puis de la garrocher sur quelqu'un d'autre. C'est complètement un mindset qui est différent. Puis la raison pour laquelle j'ai quitté la politique, c'est justement ce mindset-là qui m'écoeure. Ouais, mais c'est contre-productif. Totalement, parce qu'au final, il n'y a rien qui avance. Tandis que tu regardes l'entreprise privée, oui, des fois, c'est pas toujours parfait. Ça avance un petit peu croche des fois, puis tu finis par placer à la barque avec le temps. Mais écoute, au moins, ça avance. Et
Tu as une problématique, tu cherches une solution. Des fois, la première solution que tu implantes, c'est pas toujours la meilleure. OK, c'est beau, comment je la tweak un petit peu pour être capable de l'ajuster, de la corriger. Il y avait cet impact-là négatif, je n'avais pas prévu. Parfait, c'est beau, je le prends en compte. On continue d'avancer pareil en corrigeant telle chose. Sinon, comme que je disais à Sam, on vit dans une république du statu quo, sinon, puis du consensus. Il n'y a rien qui avance. Mais tu sais, en tout cas, moi, c'est un concept qui me parle beaucoup quand on parle de vérité qui fait mal, puis d'être capable de l'entendre. Mais c'est comme si tu remontes de, je sais pas, 40, 50 ans, puis tu te dis à Kodak, éventuellement, toutes les photos vont être numériques, puis qu'ils ne s'ajustent pas. Ben, tu sais, Kodak est où présentement versus Samsung et Apple? C'est une entreprise qui s'est faite. C'est sûr que c'est arrivé un jour, là, quelqu'un est débarqué puis leur a dit ça s'en va vers le numérique, puis ils ont dit non, nous autres, on reste avec des photos, puis là, oui. perdre des parts de marché. Puis comme ils n'ont pas entendu la vérité que ça s'en va vers le Prendre numérique. pour acquis que ça va toujours marcher. On a Kodak, mais on a aussi, par exemple, BlackBerry. Donc, se sont assis sur leur laurier et donc de ne pas être dans l'innovation en disant que nos chiffres sont. On le voit, on rassure nos investisseurs, on est en conseil d'administration et on fait juste voir la pente, mais on ne voit pas les pronostics de après 5 ans et après 10 ans. C'est pour ça que se sont fessés dans le mur. C'est ça aussi qui est le fun, le milieu entrepreneurial, c'est que tu as de la compétition. Et qu'il y a toujours quelqu'un qui peut arriver et en déplacer un autre. C'est pour ça que des fois, quand tu as des géants comme qu'on a ici, genre qui veulent absolument mettre des freins à des petites plateformes comme Ubi, parce que souvent, ils veulent protéger leur marché, ils ont peur de le perdre. Fait qu'au lieu de s'adapter et d'être meilleurs, ils vont juste taper ses plus petits. Fait que je trouve ça fun des plateformes comme vous là, qui sont en train d'émerger puis de ramener plus de compétition dans ce genre de marché-là. Ah, c'est sûr. Puis c'est inévitable, là, comme tu dis, dans le monde de l'entreprise. Si c'était pas nous, c'était un autre, là, mais un jour, le marché bouge. Puis si tu veux rester bon, il faut que tu t'adaptes et que tu t'améliores. C'est exactement ce que Alexandre Astier, un comédien qui justement était sur un podcast de Hot Wings, disait exactement la même chose. C'est un artiste, c'est un acteur, jamais dépendu. Il n'a jamais dépendu d'aucune subvention de la France et pourtant faire un petit, pas pied de nez, mais un pied de nez amical à Guillaume Bassiello. J'ai envoyé mon article sur les subventions dans le domaine de l'art. Je dis, si t'es pas bon, personne va venir t'écouter. Ça vient de rien. Mais c'est ça, on va pas financer tes billets pour qu'on va forcer. Ça marche pas. Moi, je suis pas bon en chanson. J'irai pas. Je ne. Non. C'est pas mon talent, c'est pas mon chapeau, mais il y a certains qui veulent être maintenus en vie artificiellement. C'est un peu injuste. On parle d'égalité, on parle d'équité, c'est beau la vie, mais il n'y a pas ce genre d'équité-là, notamment avec les petits joueurs. Ça, c'est un peu hypocrite. Ouais. Je sais pas c'est quoi votre contexte à vous, même si c'est applicable, là, mais je suis allé à d'autres podcasts puis j'étais curieux d'apprendre la vision de quelqu'un qui est dans la culture sur l'opinion de Guillaume, du positionnement de l'argent dans la culture. Puis j'ai été surpris de parler à beaucoup de personnes qui me disent nous autres, on la vit, cette frustration-là. On se force fort, on crée du contenu de qualité, on ne reçoit pas une scène, on réussit à vivre. Puis là, on regarde à côté, puis il y a quelqu'un qu'on trouve pas bon, qui fait beaucoup d'argent, subventionné. Puis moi, étant dans. Là, je parle pas comme moi, Antoine, là, je parle mettons, de la personne à qui je parlais, dit moi, étant dans le milieu de la culture, j'aurais besoin de cet argent-là. On me la donne pas. Ce que je fais me permet de survivre. Puis je comprends pas pourquoi on la donne à ces personnes-là. Je pense que c'est plus ça qui fâchait dans le message. Oui. En effet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal compris le message de Guillaume aussi. Ouais, ben là, ça a été dit par un entrepreneur dans son bon, c'est pour ça que je préfère le format podcast personnellement plus long. Ah oui. Le short est divertissant, mais très peu informatif. Ou du moins, c'est rare que c'est informatif. Tandis que le format podcast, en étant plus long, tu as le temps de déployer ton idée. T'sais, on essaye de te faire la discussion qu'on a eue là, le même contenu informatif qu'on a eu là, dans une quote de 2 minutes. Bonne chance. Comment tu veux t'exprimer librement? Je veux dire, les économistes, au même titre qu'ils doivent être à Radio-Canada pendant 2 minutes, doivent expliquer quelque chose d'extrêmement complexe. Très nuancé. Un entrepreneur dans son char, même si je ne pense pas que c'était le cas,
peut-être un biais de confirmation positif à l'égard de Michel Bacello. Même à ça, je veux dire que ça serait maladroit. Mais de quel droit on va jusqu'à l'autodafé? Jusqu'à l'opprobre public absolu, ce qu'on veut détruire les temples, là? Je veux dire, sincèrement, tu sais, l'autre, là, le salut, bonjour, bye-bye, là, qui disait moi, là, j'ai interdit à ma famille d'acheter de la pizza. C'est complètement daumien, c'est complètement. Excusez-moi, Faut là, surtout pas dire que le groupe Apatiello est un concurrent de Chocolat Favori et qu'il est co-actionnaire de Chocolat Favori. Faut surtout pas le dire. conflit d'intérêt. J'ai pas dit ça. Mais Francis, je fais un bout de chemin aussi, ce que tu disais par rapport, tu sais, Oh, on vient de le perdre. Non, il est de Ouais. retour. C'était le retour. Il revient. mais c'est ça, je disais, moi, je suis pas bon en marketing, puis je m'associe à des personnes qui sont bons parce que je m'intéresse à la base, puis je comprends les principes, mais je suis pas bon. Puis là, plus on en fait, plus je le découvre. Puis tu parlais de vidéos courts, comme quoi c'est difficile de bien s'exprimer. Ce que j'ai remarqué aussi, puis ce qui me fascinait, c'est que Guillaume brûle une mise en demeure sans rien dire, millions de personnes qui le voient. On t'explique la plateforme en détail, personne ne le voit. Ce que les gens se rappellent après le mois où il y a des gens qui envoient chier d'autres gens, puis nous autres qui expliquent la plateforme comme il faut, c'est qu'on a envoyé chier des gens. Ben oui, mais le taux de rétention publique, là, les gens, par rapport. Je suis quelqu'un de méprisant et condescendant, vous l'aurez appris. Je veux dire, tout simplement, à faire des short stories, je veux dire, hey, 1 minute, c'est déjà ça, hey, un article de 2 pages. Il y a des entrepreneurs et des avocats qui sont pas capables de lire la mise en demeure, qui devaient répondre à notre client, vient à nous. Non, mais il y a des illettrés qui sont même dans des ordres professionnels, comprenez-vous? Je veux dire, imaginez si Monique ou Sonia sont en train de scroller. Il y a quelque chose d'absolument. J'ai pas le temps de magasiner ma maison, j'ai pas le temps de magasiner ma banque, j'ai pas le temps de magasiner mon cellulaire. Si en plus de ça, je dois en parallèle m'informer d'un sujet, 1 minute, c'est trop. Mon temps, là, écoute, j'ai trop d'affaires à faire. Je fais du 9 à 4, du 9 à 5, lundi au vendredi, il faut que j'aille porter les enfants à la garderie. Oublie-moi, là. Puis tu sais, le point derrière était que il y a des gens qui nous disaient expliquez-nous c'est quoi, parce que ce qui fait que tout le monde réagit fort, c'est qu'on comprend pas c'est quoi. Puis on leur dit on vous l'explique, mais personne ne le voit. puis quand on vous dit voici nos poteaux, ben là, tout le monde le voit. Moi, ça me fascinait. On dirait que c'est comme plus c'est anodin, plus on a de reach, puis là, les gens se rappellent plus qu'on a eu de la misère à trouver des bons poteaux que c'est quoi le projet. Faudrait qu'on fasse venir quelqu'un de marketing pour justement mettre en antithèse Antoine. Je veux dire, à un moment donné, le marketing, on se souvient tous de l'espèce de burger qui a de la colle, puis qui a des élastiques, des cure-dents pour faire tenir le tout. Je sais pas si. Là, on tombe dans la psychanalyse à 2 balles, mais est-ce que subconsciemment, Antoine, t'es tombé dans une vérité qui choque? On préfère un mensonge qui est confortable. Et est-ce que le marketing peut, en outre, pas que ça non plus, là, c'est un outil de communication. On veut vendre des choses, on veut rendre ça attractif, un peu comme à la façon d'un article. Je veux dire, son titre peut être complètement absurde, mais le reste du texte, c'est pas la même affaire. Je veux dire, oui, on s'éloigne. Mais c'est tout un monde de marketing. Ah oui. Francis m'a déconcentré, là. Il m'a ramené à l'autre. Écoute, c'est dans le chat privé, on se donne des consignes. On essaie de se garder une check pour rester dans le sujet parce qu'on est 3 capables de déblatérer sur d'autres sujets. Ouais, je pense qu'on est 4. Ouais, c'est ça, exact. Écoute, si, à moins que mes partenaires aient d'autres choses à dire de leur côté. Moi, j'ai vraiment apprécié le moment, Antoine. Merci pour ton temps en ce dimanche. Écoute, Merci à vous. Ça fait plaisir. Écoute, si jamais tu as d'autres produits ou tu as le goût de rejaser de ton produit actuel, fais-moi signe, ça me fait plaisir. Bon, écoute, on peut se mettre un suivi dans 1 à 2 ans, on verra où est-ce qu'on est rendu. C'est bon. Un grand plaisir. Bon. Merci beaucoup, Antoine. Très bon podcast. On était sur le réel. Peut-être vers la fin, je veux dire, moi, je suis dans l'éthérie. Je ne suis pas un entrepreneur. C'est ton côté philosophe, ça. C'est mon côté marketing. Ouais, c'est ça. Donc, merci à mes collaborateurs. Merci à Antoine. Merci beaucoup. Bonne semaine, tout le monde. Bye.